Bonjour et bienvenue sur ACI Podcast, un podcast pour comprendre le vivant autrement. Moi c'est Béatrice, créatrice de ACI. Bienvenue dans mon univers. Imaginez un être vivant capable de survivre à moins 272 degrés Celsius, soit presque le zéro absolu, la température la plus froide possible dans l'univers. Le même être peut également survivre à plus de 150 degrés. Il résiste à des pressions 6 fois supérieures à celles des fosses océaniques les plus profondes. Il survit à des doses de radiation 1000 fois létales pour un être humain. Il peut vivre sans eau pendant des décennies, et en 2007, il est devenu le premier animal de l'histoire à survivre directement exposé au vide de l'espace. Cet être existe. Il vit probablement en ce moment même dans la mousse de votre jardin, sur les lichens de votre mur, dans la gouttière de votre toit, et mesure moins d'1 millimètre. Bienvenue dans l'épisode 2 d'Acili. Aujourd'hui on parle des tardigrades, ces minuscules animaux que personne ne regarde et qui sont pourtant les êtres vivants les plus résistants de notre planète. L'histoire des tardigrades commence en 1772 dans la boutique d'un opticien de Leipzig en Allemagne. Un homme entre. Il s'appelle Johann August Ephraim Goez, pasteur protestant, naturaliste amateur, curieux de tout. Et là, pour la première fois de sa vie, il voit un microscope. Il s'arrête, il regarde dans l'oculaire, et ce qu'il découvre dans ce minuscule instrument le bouleverse au point qu'il prend une décision radicale. Il vend sa bibliothèque personnelle, ses livres, son bien le plus précieux, pour acheter ce microscope. Il rentre chez lui, pointe l'instrument vers une goutte d'eau et commence à explorer. Ce qu'il trouve en 1773 va l'émerveiller pour le reste de sa vie. Un animal minuscule, avec 8 petites pattes griffues, qui se déplace avec une lenteur tranquille et majestueuse. Il lui donne le nom d'ourson d'eau. 4 ans plus tard, le naturaliste italien Lazzaro Spallanzani lui donnera son nom scientifique, tardigrade, du latin tardus gradus, qui signifie marcheur lent. Un pasteur qui vend ses livres pour un microscope et qui découvre l'un des êtres les plus extraordinaires de la planète dans une goutte d'eau. C'est souvent comme ça que commence la science, quand la curiosité mène à la découverte. Cet animal, qui est-il ? Portrait d'un animal improbable. Avant de parler de ses capacités de survie extraordinaires, prenons un moment pour regarder le tardigrade tel qu'il est. C'est un animal pluricellulaire, c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs cellules. Ce n'est pas une bactérie, pas un micro-organisme simple, mais un véritable animal, avec des organes, un système nerveux et un tube digestif. Son corps est segmenté en 4 parties, protégé par une cuticule, et il est doté de 8 petites pattes terminées par des griffes. Vu au microscope électronique, il ressemble effectivement à un minuscule ours bedonnant qui se dandine, ce qui explique le surnom d'ourson d'eau que lui a donné Goez. On connaît aujourd'hui plus de 1300 espèces de tardigrades, et on les retrouve partout, dans les océans, les rivières, dans les sols, dans les mousses, dans les lichens, dans les gouttières, sur les toits, dans les déserts, en Antarctique, dans les forêts tropicales. Partout où il y a un peu d'humidité, même temporaire, il y a probablement des tardigrades. La prochaine fois que vous touchez une touffe de mousse, sachez qu'il y a probablement des milliers de tardigrades dedans. Passons maintenant à ce qui rend les tardigrades vraiment déstabilisants. Premièrement, leur résistance aux températures extrêmes. Les tardigrades survivent à des températures de moins 272 degrés Celsius, soit 1 degré au-dessus du zéro absolu, la limite théorique du froid dans l'univers. À l'autre extrême, ils résistent à plus de 150 degrés Celsius. Aucun autre animal connu ne s'approche de ces limites. Deuxièmement, leur résistance aux radiations. Les tardigrades tolèrent des doses de radiation ionisante 1000 fois supérieures à la dose létale pour un être humain. Pour vous donner une idée, 5 grès de radiation tuent 50% des humains exposés. Les tardigrades commencent à être affectés à partir de 5000 à 6000 grès. Troisièmement, leur résistance à la pression. Ils survivent à des pressions 6 fois supérieures à celles observées dans les fosses océaniques les plus profondes, les endroits où la pression est déjà suffisante pour écraser n'importe quel être humain sans combinaison.
Quatrièmement, leur résistance au vide spatial. En 2007, l'expérience TARDIS, pour Tardigrade in Space, a envoyé des spécimens à l'extérieur d'une capsule satellisée à 270 km d'altitude, directement exposés aux rayons cosmiques et au vide absolu de l'espace pendant 10 jours. Résultat, certains survivent. Les tardigrades sont devenus les premiers animaux de l'histoire à survivre dans l'espace sans aucune protection. Et enfin le temps. Les tardigrades collectés en Antarctique en 1983 et conservés congelés à moins 20 degrés ont été réanimés en 2014, soit 30 ans plus tard. L'un d'eux s'est reproduit immédiatement après son réveil. Mais alors, comment est-ce possible? Comment un animal petit peut-il résister à ce que rien d'autre ne peut endurer? Eh bien, la réponse tient en un mot, la cryptobiose. Quand les conditions deviennent hostiles, un manque d'eau, froid extrême, radiation, pression, le tardigrade déclenche un processus remarquable. Il expulse pratiquement toute l'eau contenue dans ses cellules, il remplace cette eau par une substance protectrice, le tréhalose, un sucre spécifique associé à des protéines spécialisées. Puis il se compacte en une petite sphère déshydratée qu'on appelle un thym. Dans cet état, son métabolisme chute à moins de 0,01% de son niveau normal. Il n'est plus vraiment en vie, il est en attente. Et voilà le paradoxe central qui me fascine dans l'histoire des tardigrades. L'être le plus résistant de la planète survit en cessant de vivre. La cryptobiose n'est pas une armure. Ce n'est pas une super résistance biologique au sens où l'on l'entend. C'est une pause, une suspension. Le tardigrade ne combat pas les conditions extrêmes, il les attend, immobiles, hors du temps, jusqu'à ce qu'elles passent. Et il y a quelque chose de profondément philosophique là-dedans. Mais il y a encore autre chose, quelque chose que les scientifiques ont découvert en étudiant le génome des tardigrades et qui les a profondément surpris. Près de 40% des gènes des tardigrades sont inconnus chez toutes les autres espèces vivant actuellement sur notre planète. Des gènes qui n'appartiennent à aucun autre animal connu. Mais alors, d'où viennent-ils? L'explication la plus probable implique un mécanisme fascinant, le transfert horizontal de gènes. Normalement, un organisme hérite de ses gènes de ses parents. C'est la transmission verticale, celle que nous connaissons tous. Mais les tardigrades ont une capacité supplémentaire. Quand ils sont en cryptobiose et que leurs chromosomes se fragmentent sous le stress, ils peuvent, lors de leur réhydratation, absorber des fragments d'ADN extérieurs, d'autres organismes, d'espèces disparues, et les intégrer à leur propre génome si ces gènes s'avèrent avantageux. Les tardigrades ont, au fil des millions d'années, volé les gènes des meilleurs survivants de la planète. Ils sont comme une sorte de bibliothèque vivante de stratégies de survie. Et nous dans tout ça? Eh bien, les scientifiques ne s'intéressent pas aux tardigrades uniquement par curiosité. Leur mécanisme de survie ouvre des perspectives médicales concrètes. La protéine DSUP, pour Damage Suppressor, est présente chez certaines espèces de tardigrades. Elle protège leur ADN des radiations et du stress oxydatif comme un bouclier moléculaire. Les chercheurs japonais ont transféré le gène DSUP à des cellules humaines en laboratoire. Résultat, ces cellules sont devenues 40% plus résistantes aux rayons X. Les applications potentielles sont immenses. Protéger les astronautes lors de missions spatiales, améliorer la conservation des organes pour les greffes, ou encore développer de nouveaux traitements contre les effets des radiations. L'ourson d'eau pourrait un jour sauver des vies humaines. Pendant longtemps, toutes ces expériences portaient sur des tardigrades en cryptobiose. Personne ne s'était vraiment demandé ce qu'il en était des tardigrades actifs, bien vivants et en activité. Quand Ricardo Neves et son équipe de l'université de Copenhague ont posé cette question, la réponse a surpris tout le monde. Leur étude publiée dans Scientific Reports a examiné la tolérance de la chaleur à l'espèce Rhamazothius varieornatus, un tardigrade très commun collecté dans la gouttière d'une maison de Niva au Danemark. Pas dans un laboratoire exotique ou dans un environnement extrême, simplement dans une gouttière. Le tardigrade du quotidien. Les résultats ont montré que les tardigrades actifs, non acclimatés, étaient étonnamment vulnérables. La moitié d'entre eux mouraient après 24 heures d'exposition à seulement 37,1 degrés. 37 degrés, la température du corps humain.
Les chercheurs ont noté que ces températures sont à peine au-dessus du record de chaleur jamais enregistré au Danemark, qui est de 36,4 degrés. Ce qui signifie que lors d'une canicule exceptionnelle, les tardigrades actifs dans les gouttières danoises pourraient déjà frôler leur seuil létal. Les tardigrades desséchés en cryptobiose s'en sortaient bien mieux. La moitié survivait encore à 82,7 degrés pendant 1 heure. Mais sur 24 heures, ce seuil chutait à 63,1 degrés. La cryptobiose protège, mais pas indéfiniment. Et face à un réchauffement lent et permanent, se mettre en pause ne suffit plus. Neves lui-même qualifie ces résultats d'assez préoccupants, car il suggère que la mortalité des tardigrades pourrait augmenter à mesure que les canicules intenses deviennent plus fréquentes, avec des effets en cascade sur les écosystèmes dans lesquels ils vivent. L'être le plus résistant de la planète, celui qui survit au vide spatial et à moins 272 degrés, pourrait être mis en danger par quelques degrés de plus dans sa gouttière. La cryptobiose est une solution dans les conditions extrêmes et ponctuelles, mais face à un réchauffement lent, progressif et permanent, elle ne suffit peut-être pas. Pour survivre, encore faut-il avoir le temps de se mettre en pause. Mais à quoi servent-ils vraiment ? On pourrait se dire, d'accord, les tardigrades sont fascinants, mais est-ce que leur disparition changerait vraiment quelque chose ? Et la réponse est oui, et voici pourquoi. Les tardigrades sont des prédateurs, qui se nourrissent de petits animaux, d'algues, de lichens, de mousses, et ils sont eux-mêmes consommés par d'autres organismes. En étant à la base de nombreuses chaînes alimentaires, ils jouent un rôle écologique crucial dans leur environnement. Comme le dit le chercheur Jaime Jiménez, qui les étudie en Amérique du Sud, ils sont à la fois carnivores comme de petits lions et herbivores comme de minuscules gazelles. Les tardigrades peuvent également servir d'indicateurs environnementaux. Les changements dans les populations signalent des changements dans la santé de leurs écosystèmes. Ce sont des sentinelles invisibles. Quand ils disparaissent, c'est souvent le signe que quelque chose ne va pas dans le milieu qui les abrite. Et puis il y a cette dimension plus large. Les tardigrades sont présents dans presque tous les écosystèmes de la planète. Des mousses de nos jardins aux abysses, des déserts à l'Antarctique. Ils participent silencieusement au recyclage de la matière organique, à l'équilibre microbien des sols, à la chaîne du vivant dans des environnements où peu d'autres animaux peuvent survivre. Leur disparition ne ferait pas de bruit. Personne ne manifesterait, personne ne le remarquerait vraiment. Mais elle laisserait des vides dans des endroits que personne ne regarde, et c'est souvent là que le vivant est le plus fragile. Les tardigrades existent depuis au moins 500 millions d'années. Ils ont survécu aux 5 grandes extinctions massives de la vie sur Terre. Ils étaient là bien avant nous et seront probablement là bien après nous. Et pourtant personne ne les regarde. Ils vivent dans la mousse de nos jardins, sur les pierres de nos murs, dans les lichens de nos toits, sans qu'on le sache, sans qu'on s'en préoccupe. Il y a quelque chose d'humiliant, dans le bon sens du terme, dans cette idée. Que la vie la plus résistante que nous connaissons se trouve à portée de main, invisible, silencieuse, indifférente à notre existence. Peut-être que l'extraordinaire n'est pas là où on le cherche. La prochaine fois que vous voyez de la mousse sur un mur, sur une pierre, au bord d'un chemin, regardez-la autrement. Sachez qu'elle abrite probablement des milliers d'oursons d'eau, en train de vivre leur vie microscopique et tranquille, prêts à se mettre en pause si le monde devient trop hostile. Des survivants discrets dans chaque touffe de verdure. Comme d'habitude, pour les plus curieux d'entre vous, vous retrouverez en bio dans la description les articles scientifiques qui m'ont permis de faire cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, gardez les yeux ouverts. Il y a des merveilles partout qui n'attendent que vous.